97% des scientifiques environnementaux s'entendent pour dire qu'il y a un réchauffement climatique et que nous en sommes responsables. Or, le quart des Canadiens, selon un sondage Crop, ne croient pas à ce dit changement climatique. Comment ça se fait? Bon, premièrement parce que les êtres humains détestent changer leurs habitudes et que nous sommes les champions universels du déni, mais aussi parce que quand les médias, les scientifiques, les politiciens même se mettent à expliquer les débats, les enjeux qui entourent les changements climatiques, ben c'est pas si facile à comprendre que ça. En tout cas pour moi. Je me suis donc dit que même si moi, jeune fille qui considère que la conservation de l'environnement fait partie de son identité, a de la difficulté à expliquer certains principes entourant les changements climatiques, c'est que je dois pas être la seule. Parce que dans le fond, les changements climatiques, c'est de la chimie. Puis la chimie, même expliquée par un chimiste, ou même surtout expliquée par un chimiste, ça reste très très obscur. Et plus les années avancent, plus les termes taxe carbone, pétrochimie, hydrocarbures, sable bitumineux, gaz à effet de serre, oléoduc apparaissent aux nouvelles. Juste la semaine passée, on apprenait que les gaz à effet de serre émis par les sables bitumineux étaient en fait 64% plus élevés que ce que déclaraient les industries pétrolières. Et la semaine avant, il y avait le nouveau premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui accusait François Legault de bloquer l'exportation des ressources pétrolières en refusant qu'un oléoduc passe sur le territoire québécois. Ça paraît pas de même, mais c'est toutes des notions super importantes à comprendre si on veut débattre d'environnement à notre prochain souper de famille. Je vais donc essayer, je dis bien essayer, de démystifier tout ce qui est important à comprendre en ce moment en ce qui concerne les enjeux liés au gaz à effet de serre et au pétrole. Petite parenthèse avant de commencer, si vous êtes chimiste, si vous êtes scientifique, si vous travaillez en environnement, partez en courant, vous allez rien apprendre. Je vais faire ça super simplement, parce que entre vous et moi, cette vidéo-là me force aussi à comprendre ce pourquoi je me bats depuis un bout. À quoi ça sert de parler d'enjeux environnementaux sur une chaîne YouTube si je suis même pas capable de faire la différence entre le carbone et le pétrole, hein? Ok, c'est parti! Commençons par le début. À l'origine des changements climatiques, il y a les gaz à effet de serre. L'effet de serre, c'est un phénomène naturel, ça a toujours existé. Pour faire court, c'est une couche dans l'atmosphère qui nous empêche de ne pas mourir de froid. Elle est composée de différents gaz, comme la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, qui empêchent une partie de la chaleur du soleil de s'échapper dans l'espace et qui, dans le fond, permet de nous réchauffer et qui permet cette température clémente-là qui aide à la formation de la vie. Prenons un exemple, c'est comme si notre planète était un jardin mais dans une serre. C'est grâce au climat que nous procure cette serre-là qu'on réussit à évoluer et à créer de la vie. Elle est tellement bien faite, cette petite serre-là, qu'elle laisse échapper juste assez de chaleur pour qu'on ne crève ni de chaud ni de froid. Autrement dit, le climat de la serre est juste à la bonne température pour un jardin parfait. Parce que comme dans chaque jardin, on doit garder un équilibre. Mais si par exemple, dans mon jardin, toujours il y a une intervention extérieure et non naturelle, par exemple une espèce envahissante qui émane tellement de gaz que là, une autre couche de gaz va s'ajouter à celle déjà créée par ma serre, puis que ça va empêcher le trop plein de chaleur de quitter ma serre, bien ça va chambouler mon équilibre. Ma serre va devenir un four, très très pratique pour les biscuits, mais pas pour les tomates. Mais si mon espèce envahissante avait modéré sa production de gaz sur des milliers d'années, mes plantes auraient peut-être eu le temps de s'adapter. Mais là, c'est tellement rapide que tout mon écosystème panique. C'est ce qui se passe sur Terre présentement. Notre émission massive des différents gaz à effet de serre, surtout du dioxyde de carbone, ajoute une autre couche à l'atmosphère, ce qui entraîne le changement climatique actuel et donc l'amplification de catastrophes naturelles. Bon, alors ça c'était pour les gaz à effet de serre. Maintenant on va essayer de parler des gaz qui composent l'effet de serre. Puis on va essayer de faire le lien avec le pétrole. Comme mentionné précédemment, il y a plusieurs gaz dans l'atmosphère comme le CO2, le méthane, la vapeur d'eau, mais aujourd'hui on va se concentrer sur le CO2, le dioxyde de carbone. C'est lui le méchant dans l'histoire. Le CO2, comme on est supposé l'avoir appris au secondaire, c'est un composé chimique formé d'un atome de carbone, puis un atome de carbone c'est un élément atomatique dont chaque être vivant est constitué, et de 2 atomes d'oxygène, ce qui fait le CO2. OK? Puis le CO2, il se nomme aussi le gaz carbonique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du soleil. Vous avez donc bien compris, le gaz carbonique, le CO2, le dioxyde de carbone, c'est cette fumée qui sort des voitures, mais c'est aussi celle qui sort des usines. C'est le symbole même de la pollution dans notre inconscient collectif. Mais c'est pas genre du pétrole qui sort des voitures? En fait, le pétrole, c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure, c'est une substance composée de carbone et d'hydrogène. Et en fait, un hydrocarbure, ça peut être liquide, comme le pétrole, gazeux comme les gaz naturels, ou solide comme le charbon. Et c'est inflammable. Et le pétrole, c'est des millions d'années de décomposition de carbone. Et le carbone, on s'en rappelle, c'est ce qui compose tous les êtres vivants. Donc, autrement dit, le pétrole, c'est une forme liquide de décomposition de la vie, ou plus scientifiquement, la fossilisation de végétaux.
Puis quand on le brûle, c'est là que le pétrole devient du dioxyde de carbone, aka du CO2, aka du gaz. C'est là que ça va dans les airs, c'est là que ça crée l'effet de serre. Vous voyez, là, tout est dans tout, là. Ok, si on récapitule, le pétrole, c'est un hydrocarbure qui devient du CO2 quand on le brûle, puis on en brûle tellement, du pétrole, ou d'autres types d'hydrocarbures dans les usines, genre du charbon, que ça augmente les effets de serre, puis la planète se réchauffe. Là, maintenant que vous savez tout ça, on peut passer au plus croustillant. Donc, de quelle façon toutes ces belles notions-là se déploient-elles dans l'actualité? Ok, on est prêt. Commençons par les sables bitumineux dont on entend parler depuis plusieurs années parce qu'il y en a beaucoup. Mon Dieu, j'ai un bouillon, j'avais oublié que j'avais fait un bouillon, j'en ai. Commençons par les sables bitumineux dont on entend parler depuis plusieurs années vu qu'il y en a beaucoup en Alberta, en fait surtout à Fort McMurray, qui est dans le fond la plus grande réserve de sable bitumineux au monde. Donc le sable bitumineux, c'est un sable où il y a du bitume. Le bitume, c'est une sorte de pétrole, c'est ce qu'on utilise pour faire l'asphalte, là, c'est bien collant, le monde aime ça. Mais le bitume, c'est pas du pétrole conventionnel, tu peux pas le pomper. Faut que tu le sépares du sable, puis ce procédé-là est super polluant parce qu'il faut dépenser du pétrole pour faire sortir du pétrole. Bref, en Alberta, le pétrole, c'est central. Juste en Alberta, il y a autant de pétrole bitumineux que tout le pétrole conventionnel pompé mondialement. Mais comme je disais, ce pétrole-là, il est vraiment compliqué parce qu'il demande beaucoup d'énergie. C'est le pire des pétroles, c'est du pétrole sale. Mais l'économie de l'Alberta est basée là-dessus, puis c'est vraiment payant de travailler là-dedans, donc vraiment payant pour l'économie albertaine. C'est donc pour ça qu'ils veulent continuer à vraiment plus en exploiter. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que le nouveau premier ministre Alberta, Jason Kenney, veut vraiment construire de nouveaux oléoducs, ou pipelines, si vous préférez. Dans le fond, ça, c'est comme des longs tuyaux qui permettent de transporter le pétrole de A à B, comme un robinet. C'est juste vraiment plus simple, moins cher, que de le transporter par avion ou par train. Puis en ce moment, si l'Alberta veut construire un oléoduc qui les relie au Québec, c'est pas nécessairement pour qu'on ait plus de pétrole, c'est vraiment juste parce qu'ils tiennent profondément à exporter leur pétrole ailleurs qu'aux États-Unis et au Canada. Parce que, tu sais, l'Alberta est genre en plein milieu du pays, donc elle a pas accès à aucun port, aucune source d'eau. Donc, eux, ils veulent, dans le fond, relier l'oléoduc jusqu'au Saint-Laurent, genre construire un port au Saguenay, qui pourrait relier leur bitume jusqu'en Europe, au final. Mais comme vous devez vous en douter, il y a plusieurs problèmes en jeu qui sont liés à ça. Premièrement, c'est qu'au Québec, il n'y a pas une très grande acceptabilité sociale face aux oléoducs. Parce que s'il y a un accident ou une fissure dans l'oléoduc, puis que ça contamine le sol pendant des années, on ne saura jamais. Deuxièmement, c'est que comme je l'expliquais précédemment, le pétrole de l'Alberta, c'est du pétrole bien polluant, c'est le pétrole sale. Troisièmement, c'est simplement parce qu'on est tellement déjà dépendant au pétrole, on produit déjà tellement de pétrole que ce serait bien qu'on s'acle là-dessus. Surtout, comme mentionné en intro, qu'une récente étude est sortie disant que les sables bitumineux émettaient beaucoup plus de gaz carbonique que ce qu'indiquaient les entreprises pétrolières. Et selon les environnementalistes, le pétrole est voué à ne plus être viable, c'est une économie du passé. Ce serait donc bien qu'on aille diversifier cette économie-là et qu'on aille davantage vers les énergies renouvelables. Prenons un exemple comme la Norvège. Ils exploitent une énorme quantité de pétrole offshore dans la mer depuis des décennies puis ils font beaucoup d'argent avec ça, genre beaucoup d'argent. Et cet argent-là va dans leur fonds vert. Donc les profits qu'ils font avec le pétrole vont dans l'électrification des transports, dans le transport en commun. Donc ça les aide à cesser leur dépendance au pétrole dans le futur et éventuellement plus du tout avoir à s'en servir. Parce qu'on comprend que le pétrole c'est bon pour l'économie d'un pays, mais il y a des exemples concrets comme la Norvège qui démontrent qu'on peut exploiter le pétrole avec avant-gardisme. Comme la taxe carbone, c'est une façon de mettre un prix sur la pollution. Et la taxe carbone, c'est le principe super logique de faire payer aux consommateurs ou aux industries pétrolières leur propre consommation de CO2. C'est prouvé dans d'autres pays comme la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Suède que la taxe carbone ou le fait de réinvestir les profits du pétrole dans le fonds vert diminue réellement les émissions de CO2 par habitant. Pour vrai, mon cerveau chauffe. Je pensais jamais dans ma vie faire une vulgarisation scientifico-économique. C'est genre le contraire de mon genre d'expertise. Mais bon, je sentais qu'il fallait que je le fasse pour moi, mais aussi parce que la lutte pour le climat, c'est pas juste recycler, traîner sa tasse réutilisable. C'est aussi un processus chimique, scientifique que tout le monde, tout citoyen devrait comprendre. Puis bon, je tiens à répéter que je ne suis pas une spécialiste. J'essaie vraiment de démystifier ce que moi je comprenais pas pour que d'autres qui sont au même niveau que moi puissent débroussailler le tout. Donc je vais laisser juste en bas dans la description des vidéos plus scientifiques, là, plus détaillées pour ceux qui voudraient en savoir plus. Puis peut-être que je vous ai rien appris aussi, mais il y a tellement de monde qui comprennent pas le fonctionnement du CO2, puis c'est ce genre d'ignorance-là qui va causer notre perte. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, surtout si vous avez l'impression que votre entourage pense que le changement climatique est un phénomène normal. Parce que vous, en tant qu'environnementaliste, j'ai pas besoin de vous convaincre, mais j'espère vous donner les outils qui vont vous permettre d'en convaincre d'autres. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est toujours le fun des petits pouces d'encouragement, puis le plus d'abonnements possible. Voilà, à une prochaine!